Bonsoir, je poursuis ma petite série d'exposés. Depuis quelque temps, je bute sur une expression qu'on trouve dans le Sentiloque et qu'on trouve également chez Ibn Ezra, à savoir le nombre 120, ou 119, 120. Nous sommes à peu près au XIe siècle environ, 10e, 11e siècle, et on nous dit qu'effectivement il y a environ 120 conjonctions possibles. On ignore à l'époque Uranus, Neptune, Pluton, etc. Mais en même temps, dans le même Sentiloque, on nous dit ah oui, mais attention, faites très attention à Jupiter et Saturne. Donc il y a là une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait appeler, de dualité d'une certaine façon. 120 conjonctions, c'est-à-dire que c'est énorme. Et puis, parmi ces conjonctions, il y a une conjonction reine en quelque sorte, qui est la conjonction de Jupiter et Saturne, qui est la conjonction des deux planètes les plus lentes qu'on connaît à l'époque, dans le septénaire. C'est intéressant. Alors on sait de beaucoup de choses sur Jupiter et Saturne, on sait qu'ils se rejoignent tous les 20 ans, tout comme le Soleil et la Lune se rejoignent tous les mois, hein, donc tous les 30 jours. 30 jours pour Soleil et Lune, 20 ans pour Saturne et Jupiter. On est presque sur une base de un jour pour un an. Et c'est tout à fait révolutionnaire ce qui se passe à ce moment-là. Le fait de dire oui, il y a, je simplifie un petit peu, mais de poser côte à côte les 119 ou 120 conjonctions, et de l'autre côté, de poser la conjonction Jupiter-Saturne. Nous savons aujourd'hui que ce débat n'est pas terminé. Moi-même, j'incarne l'école qui veut qu'on ne mette en avant qu'une seule conjonction. Pas forcément Jupiter-Saturne, mais une seule conjonction. En l'occurrence, pour moi, c'est Saturne et les 4 étoiles fixes royales. Il y avait 4 conjonctions, mais enfin, c'est un seul et même cycle. Mais il y a des gens comme Yves Le Noble, par exemple, qui vont vous serrer toutes les conjonctions possibles et imaginables entre les planètes. Et qui vont vous expliquer que tout ça, ça se complète, ça s'entremêle, etc. Bon, ça me donne le tournis. Ça ne me permet pas de construire des choses très claires, très égales, qui se succèdent dans un ordre précis et dans un ordre immuable. Et le grand tort, si vous voulez, on associe souvent le nom d'Albumazar ou Abou Machar à cette théorie des conjonctions Jupiter-Saturne. Non pas que la conjonction Jupiter-Saturne n'existait pas avant, bien entendu qu'on la connaissait, mais on ne l'avait pas isolée, on ne l'avait pas mis en avant. C'est pas du tout pareil. C'était ça le travail de l'astrologue, justement. Le travail de l'astrologue, c'est pas simplement de recenser les conjonctions, c'est de dire celles qui vont être marquantes, celles sur lesquelles il faut tabler. Non pas parce que certaines conjonctions sont plus alléchantes que d'autres, c'est plus subtil que ça, mais parce qu'on a décidé de s'articuler là-dessus. On ne va pas revenir sur le débat sur l'origine de l'astrologie. Il s'agit d'une problématique organisationnelle qui est mise en place. Personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour cette théorie de la conjonction unique. J'en ai moins quand on combine deux planètes, et non pas une planète avec une étoile fixe. Parce que, effectivement, historiquement, l'astrologie est née de la prise de conscience qu'il y avait parmi les étoiles
certaines qui étaient errantes, qui bougeaient. Donc c'est cette prise de conscience de cette dualité qu'il aurait fallu maintenir et préserver jusqu'à nos jours. Bon, ça s'est perdu en route. Moi j'essaie de le réinstaurer, de le réinstituer. Le drame, en effet, c'est de ne pas avoir des points fixes qui sont installés, on peut dire une fois pour toutes, de façon immuable, même si à la pression des équinoxes qui met 26 000 ans pour les faire bouger, sur une période relativement courte, c'est quasiment insignifiant. Donc on a 4 points fixes dans le ciel qu'on peut identifier, qui sont liés aux 4 étoiles, à ne pas confondre avec les constellations. 4 étoiles ne dépendent pas de la présence d'équinoxes. Mais si on les associe avec les saisons, c'est évident qu'elles ne vont pas rester en rapport avec les saisons. C'est le problème de la NAMSA, on ne va pas revenir là-dessus non plus. Et une planète, la plus lente de celles qu'on connaissait jusqu'au XVIIIe siècle, Saturne, va passer sur chacune de ces 4 étoiles fixes en moyenne tous les 7 ans. Et donc, en un cycle complet de 30 ans, elle sera passée sur les 4 étoiles fixes royales. C'est très facile à voir dans le ciel. On n'a qu'un seul élément mobile à observer. Les 4 points fixes sont fixes, donc ils sont une fois pour toutes installés au même endroit. Alors que dans la théorie des conjonctions Jupiter-Saturne, ce n'est pas du tout le cas. Où aller se retrouver la prochaine fois Jupiter et Saturne, c'était à 120 degrés de la précédente conjonction. Et puis encore à nouveau 120 degrés. Et puis ça se décalait. Ce qui fait que tous les 12 signes allaient tôt ou tard, en 800 ans, se trouver abrités des conjonctions Jupiter-Saturne. Signe de 800. Alors, cette théorie est en plus problématique, comme le faisait remarquer, qui était cet adversaire de l'astrologie qui faisait remarquer cela, c'était Jean Bodin, qui finalement est en réalité un adversaire de l'astrologie, même si j'ai pu laisser entendre qu'il était intrigué par ce qu'elle pouvait faire et intéressé par ce qu'elle pouvait faire, il est quand même un adversaire de l'astrologie, en tout cas d'une certaine façon que l'astrologie a de se présenter. Il le dit dans La République et il le dit aussi sous le pseudonyme de René Herpin, dans une attaque notamment adressée contre Roger Ferrier, qu'il avait lui-même mis en cause. Une des grandes polémiques entre astrologues et non-astrologues ou anti-astrologues, comparable à la fin du XVIe siècle à celle qui aura lieu au milieu du XVIIe siècle entre Gassendi et Morin de Villefranche, dans le domaine purement francophone. Et Bodin dit, mais cette théorie des triplicités, on ne la trouve nulle part dans la littérature astrologique, et de toute façon, elle n'a aucune réalité astronomique. En effet, la théorie des grandes conjonctions n'est pas uniquement intéressante par le fait que tous les 20 ans, ces deux planètes se rejoignent. Ce qui en fait l'intérêt supérieur, en tout cas au niveau de ses partisans, c'est que tous les 200 ans, autrefois on croyait que c'était plutôt tous les 240 ans, tous les 200 ans, la conjonction ne se trouve plus dans le même trigone, dans la même triplicité. Alors que pendant 200 ans, chaque fois qu'il y a une conjonction, c'est toujours dans le même élément. Feu, terre, air, eau. Je rappelle que chez Ptolémée, il n'y a pas le feu, la terre et l'eau. Les triplicités, les triangles ne sont pas associés aux 4 éléments. Mais c'est à partir justement de
de la fin du millénaire, du premier millénaire, qu'on introduit cette association entre les éléments et les signes. Donc, on est obligé, dans la théorie en question, de s'intéresser aux signes, mais aux signes tropicaux, enfin, tout cas, c'est la théorie qui est présentée comme ça, aux signes tropicalistes, c'est-à-dire à partir du point vernal, voilà, on construit les 12 signes zodiacaux, et c'est sur cette base des 12 signes zodiacaux, tropicales, que l'on va déterminer la triplicité où se trouve le cycle des conjonctions à un moment donné. Donc, le cycle des conjonctions ne fait pas la moindre référence aux constellations ni aux étoiles. Il fait référence aux béliers, taureaux, gémeaux, dans le cadre d'un système de signes constitué à partir du point vernal dans l'hémisphère nord. Donc la théorie de conjonction des Jupiter-Saturne, c'est aussi là qu'il y a un décrochage en astrologie mondiale par rapport aux étoiles fixes. On remplace les étoiles fixes royales par les équinoxes, les solstices, etc. Et non pas l'inverse. Mais cela dit, en dépit de toutes les réserves que j'ai pu émettre, il est totalement révolutionnaire à cette époque-là, à l'époque d'Abraham Nezra, à l'époque d'Abu-Mazar, dans le monde espagnol et arabo-espagnol en fait, et pas seulement, mais en fait dans ce monde quelque part dominé par l'islam quand même, y compris en Espagne, y compris dans la péninsule ibérique, pas totalement, mais en grande partie, mais pas en France, grâce à la bataille de Poitiers, si on peut dire. Donc, dans ce monde islamique, il y a cette théorie qui se développe et qui par la suite d'ailleurs va être adoptée en Occident également, mais surtout, oui, et notamment par le fameux cardinal de Cambrai, Pierre d'Ailly, en 1414, qui va en faire une reformulation qui va aboutir à mettre en ligne de mire 1789. Ce d'ailleurs, entre parenthèses, que aussi bien Baudin qu'Auger Ferrier, sur le moment, traitent avec un certain mépris. On appelle ça aussi le cardinal d'Alliac. Et donc, félicitons quand même, parce qu'on voit qu'on est actuellement, on a renoncé à ce principe-là et on est bien embêté. Félicitons quand même ces gens-là des 10e, 11e, 12e siècles, d'avoir repris une certaine forme d'indépendance par rapport à l'astronomie. L'astronomie, ce sont les 119, 120 conjonctions. L'astrologie, c'est la conjonction Jupiter-Saturne. Et l'effort que je demande aujourd'hui aux astrologues, c'est de recommencer comme ça, c'est-à-dire de reposer l'idée d'une conjonction centrale, principale, une conjonction, pas un bouquet de conjonctions comme a fait André Barbeau avec son indice de conjonction planétaire, une conjonction. Alors le problème, le piège, si vous voulez, c'est que, on va me dire, mais pourquoi cette conjonction? Ce sera une bonne question. Parce que, si moi je réponds assez facilement, moi, sur cette question-là, je réponds. Il y a des millénaires que l'on s'est mis d'accord sur cette conjonction. Donc il y a le temps qui a passé, qui a cristallisé les choses, qui les a entérinées. Donc on peut effectivement dire, voilà, une conjonction qui est déjà dans la conscience humaine, dans l'expérience humaine, dans le visuel humain depuis des millénaires. Elle a donc pu s'incruster dans l'inconscient collectif. En revanche, à quoi servirait-il de poser aujourd'hui une conjonction qui n'a jamais été dominante jusqu'à présent, en dehors de la seule conjonction qui a été dominante, c'est la conjonction Soleil-Lune, qui elle aussi a des droits
a tout un passé important, bien entendu, encore plus important que la conjonction Saturne-étoile fixe, puisque on connaît les luminaires bien avant qu'on les distinguait, on le voit d'ailleurs dans la Bible, dans le récit de la création, bien avant qu'on les distinguait entre planètes et étoiles fixes. C'est les deux seuls candidats, Soleil-Lune ou bien Saturne, étoile fixe royale. Donc quelqu'un qui dirait aujourd'hui, ah on va s'intéresser à la conjonction Saturne-Neptune, ou je sais pas quoi, ou Saturne, ou Uranus-Neptune, ou je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. Parce qu'à ce moment-là, on lui dira carrément, mais pourquoi ce choix? Et lui, il ne pourra pas répondre, mais il pourra pas répondre que ce choix, il avait déjà été fait il y a des millénaires. Et deuxièmement, il pourra d'autant moins répondre à cela s'il utilise des planètes invisibles et qu'on ne connaît que depuis quelques dizaines d'années ou quelques... Voilà. Donc là, il est complètement bloqué. Mais il y a un postulat sous-jacent à ce débat qui est que ce qui est subconscient, c'est une dégradation de ce qui était conscient. Ce qui est invisible est une dégradation de ce qui était visible. Contrairement à ce que semble entendre Jung, on n'entre pas comme ça dans la sphère du subconscient sans passer par le conscient et sans passer par la conscience. Et ce n'est qu'ensuite que la conscience, que le champ de la conscience passe à la subconscience et que notre corps finit par capter des informations à notre insu. Et je reprendrai la formule que j'ai utilisée hier dans une précédente vidéo, à savoir que selon cette théorie de l'instrumentalisation, les astres agissent sur nous à leur insu, puisqu'on ne leur a pas demandé leur avis, tout comme on n'a pas demandé aux astronomes leur avis pour savoir si telle et telle configuration était utile ou pas ou en astrologie. Et que, normalement, au départ, bien entendu, l'homme était parfaitement conscient de ce phénomène, mais qu'aujourd'hui, on en est à une situation où les astres agissent à notre insu, et nous-mêmes, nous sommes agis par notre sensibilité, mais surtout sensibilisation à certains signaux cosmiques, à notre insu. Mais le XXIe siècle, comme pour singer un peu André Malraux, ne vivra que s'il reprend complètement conscience de ce qui est devenu inconscient.